Si je vous disais qu'il existe une entreprise française qui encaisse de l'argent à chaque fois que vous partez en vacances ou que vous prenez l'avion, ce géant, je pense que tout le monde le connaît, c'est Vinci. Le problème, c'est qu'actuellement, il est évalué comme, comme une simple entreprise de BTP cyclique, alors que c'est en réalité une redoutable machine à cash. Du coup, une question se posait face aux mastodontes comme Total Energy, Air Liquide ou les grandes banques. Vinci est-elle tout simplement la meilleure action à dividende à détenir dans votre PEA? On analyse tout ça tout de suite. Bienvenue sur Logic Invest, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Vinci. J'ai mis Vinci Construction, mais c'est vraiment tout Vinci qu'on va vraiment tout simplement deep dive. Aujourd'hui, on va avoir, comme d'habitude, je vais bosser sur GDoc, vous pourrez retrouver ce deep dive si ça vous intéresse. Pourquoi pas aussi l'étoffer de votre côté, direction le Discord de la chaîne, vous avez tout en description de la vidéo, en premier commentaire épinglé. Vous avez tous mes réseaux sociaux. Donc on va tout simplement hop, aller voir le deep dive de Vinci et on ira surtout regarder aussi le quantitatif en deuxième point et après on ira voir ma petite conclusion. Est-ce que c'est un titre qui m'intéresse? De toute façon, je donne toujours 3 prix justes, même si le titre ne m'intéresse pas, entre guillemets, je donne toujours 3 prix justes pour la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, mettre un petit pouce, ça aide énormément la chaîne. Et nous, on est parti les amis. Donc pourquoi je fais toujours des deep dives et une thèse d'investissement? Parce que c'est la différence entre investir sur des chiffres et investir sur une conviction. Si vous investissez sur des chiffres, si vous avez une entreprise dans votre portefeuille qui fait moins 20% et que vous ne savez pas vraiment pourquoi, vous allez être tenté de vendre. Si vous investissez avec des convictions, vous allez être surtout tenté de renforcer. Donc nous, on est parti pour la présentation rapide de Vinci, mais je pense que tout le monde connaît, leader mondiaux des concessions d'énergie et de la construction. Donc les concessions, ça va être les concessions d'autoroute, on va y revenir après, aéroports, etc. L'énergie, une branche énergie avec Cobra IS et la construction, tout simplement les immeubles, les grandes constructions, que ce soit autoroutes, lignes de chemin de fer, etc. Le groupe opère dans plus de 120 pays et emploie environ 285 000 collaborateurs. Son modèle économique repose sur la complémentarité entre ses activités de temps long, les concessions, donc qui sont verrouillées avec des contrats, et des activités de flux. Les constructions et l'énergie, là, ça va être via un carnet de commandes. Et on a 4 segments de revenus de Vinci, la Vinci Concession, Vinci Énergie et Cobra IS, Vinci Construction et Vinci Immobilier. Vinci Immobilier, j'en parlerai pas dans les segments de revenus parce que c'est un tout petit segment de revenus et en gros c'est très simple à comprendre. Ils achètent des terrains, ils montent des immeubles, des maisons, des quartiers, et ils les vendent, point final. Et vous allez voir que ça pèse très peu dans les revenus. Donc là maintenant on arrive à comment l'entreprise gagne de l'argent parce que c'est la principale chose qu'on doit comprendre quand on investit sur une boîte. C'est comment la boîte gagne son fric et est-ce que j'arrive à le comprendre? Est-ce que c'est simple à comprendre? Si je n'arrive pas à comprendre, je n'investis pas. Donc les activités et les revenus. Donc on a en premier lieu la branche construction et revenus, donc Vinci Construction 32 milliards de revenus. On a la branche énergie en deux, donc Vinci Énergie Revenus, donc ça c'est on va dire la branche historique de Vinci. Et on a Cobra IS Revenus, une boîte qu'ils ont acheté, une boîte espagnole qu'ils ont acheté récemment. Donc on arrive à quasiment 29 milliards de revenus et la branche autoroute et concession à 13 milliards de revenus. Et comme je l'avais dit, Vinci Immobilier a 1 milliard de revenus. Donc là, c'est l'immobilier en France, c'est très compliqué, notamment l'immobilier neuf, et on le voit dans ces chiffres-là. Et on a justement les pourcentages d'activité. On voit quand c'est AGR, sur toutes les branches d'activité, on est sur du 6-7%, à part sur la branche Cobra revenu, on y reviendra un petit peu plus tard. Même la branche énergie est pas si mal que ça, mais sinon ouais, on est sur du 6-7%, c'est très entre guillemets faible, mais c'est quand même régulier. Et on ira voir dans le prix comment dire, de Vinci, mais c'est vraiment pricé comme ça. Donc on a les pourcentages, voilà, donc on a la branche autoroute, etc. Tout le monde nous parle de Vinci, oui, sinon non plus les concessions d'autoroute, on va y revenir après. Mais ça pèse entre guillemets que 17%, sachant que les autoroutes dans ces 17% là, elles sont encore bien plus petites. Donc en fait, Vinci, ce n'est pas que les autoroutes. Et pourtant, c'est la première chose que les gens vous disent quand vous commencez à parler de Vinci. Oui, mais attention, si le fou du bus arrive en 2027 ou 2032, qu'est-ce qui va se passer pour les autoroutes? Et vous voyez que c'est une petite, comment dire, touche des activités et des pourcentages d'activité. Le problème, c'est que c'est l'activité la plus lucrative, la plus rentable. Cette branche aéroport, autoroute, etc. Donc on a les concessions.
C'est le pôle qui génère les marges les plus élevées grâce à des contrats de gestion d'infrastructures sur le long terme. On a Vinci, putain, je vais pas arrêter de dire Vici Properties, mais non, c'est Vinci. Airports, le premier aéroport, opérateur aéroportuaire privé, hein, plus de 70 aéroports, expansion récente majeure comme l'acquisition de l'aéroport de Budapest en 2024. On a les fameux autoroutes, hein, premier opérateur d'autoroute en France, le réseau ASF, Cofiroute, Escota. Quand vous faites tout simplement on va dire, braquer sur autoroute, hein. Quand vous faites 20 km et que vous mettez 10 euros, bah voilà, ça va souvent à Vinci. J'ai fait la carte d'ailleurs des autoroutes comment dire, les années de fin de contrat pour ces autoroutes-là. Et on a enfin Vinci Highway, c'est les gestions des routes et ponts à l'international. Et aussi, on va arriver directement dans le Vinci Airport, donc quasiment 5 milliards d'euros. 39% de comment ça s'appelle de la du secteur d'activité des concessions sur les aéroports. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vinci a envie et est en train de switcher vers cette branche aéroport parce qu'ils savent que les contrats d'autoroute vont commencer à se terminer. Donc, être opérateur, ça signifie quoi? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Vinci ne possède pas les terrains ni les murs des aéroports de manière définitive. Il s'agit d'un modèle de concession de partenariat public-privé. Le principe, un État ou une collectivité reste propriétaire des lieux mais confie à Vinci la gestion et le développement de l'entretien de l'infrastructure pour une durée déterminée, généralement 15 ou 50 ans. Donc là, pareil, hein, ça va être des contrats. Les obligations en échange de l'exploitation, Vinci s'engage à financer la modernité. La modernisation de l'aéroport, agrandir un terminal, rénover les pistes, etc. Vous avez compris. Et le terme, c'est qu'à l'échéance du contrat, l'aéroport et toutes les améliorations réalisées reviennent gratuitement à l'État, à moins que la concession ne soit renégociée ou remise aux enchères. Donc là, c'est un petit peu ce qui blesse quand on est actionnaire de Vinci, c'est qu'en fait, Vinci va payer pour, comment dire, pour justement moderniser l'aéroport, etc., comme on l'a dit, mais par contre, à la fin du contrat, ça revient à l'État. Donc en fait, il y a vraiment un risque là-dessus. Il faut pas l'oublier du tout. Donc les revenus sur ces aéroports, ils sont classés dans deux catégories, hein. Donc on a les revenus aéronautiques directement liés aux avions. Donc vous avez une redevance passager, ça c'est dans votre billet d'avion. Les recevances d'atterrissage et de balisage, ça va être pour les compagnies. Et les stationnements des avions, voilà, vous avez un stationnement qui est payant pour les avions, hein. Et on a des revenus non aéronautiques, hein, les boutiques, le duty free, les parkings qui rapportent énormément de pognon et les services annexes. Donc j'ai listé toute la liste comment dire, des aéroports, hein, que possède Vinci. En France, on a Lyon, Saint-Exupéry, Nantes, l'Atlantique, et on a une dizaine d'aéroports régionaux, Toulon, Clermont-Ferrand, etc. Plein de petits, comment dire, plein de petits aéroports, et les aéroports les plus vraiment qui sont les plus lucratifs, on a le Portugal et on a Londres, Gatwick et Édimbourg. On a aussi un aéroport au Japon, Chili, Mexique, bref, vous avez toute la liste dans le deep dive. Et là, on arrive au gros du morceau avec le réseau autoroute, hein. Donc 6 milliards de revenus, 55% du pactole des concessions. Le réseau représente 4443 km d'autoroute en France, soit près de la moitié du réseau national concédé. Donc on a la liste, hein. On a le réseau ASF, donc là c'est tout ce qui est en bleu, le Cofiroute c'est tout ce qui est en jaune. On a Escota, ça va être le sud-est, Harcourt, ça va être la toute petite portion entre Orléans et Montargis. On a Arcos, ça va être l'espèce de voie rapide qui a, alors là vous voyez pas parce que c'est à ma tête, mais autour de Strasbourg. On a le duplex de la 86, ça c'est à côté de Paris, et le tunnel du Puy-Morance qui est dans le sud de la France. Donc pour zoomer, pour que vous voyez quelque chose, malheureusement j'ai dû dégager un petit peu le petit tunnel. Donc on a des échéances de contrats de concession à Vinci. À chaque fois que vous avez un politique qui parle, il nous dit quoi? Oui, on va nationaliser les autoroutes, il y en a plein le cul, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûterait extrêmement cher à l'État de faire ça. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont attendre la fin des concessions, ça arrive bientôt. On a déjà en 2032, donc 2032, c'est pas non plus demain la veille, on est en 2026. Encore 6 ans pour le réseau Escota, donc le réseau Sud-Est. C'est pas le plus gros réseau, mais c'est un des réseaux qui génère le plus de pognon aussi. Pourquoi? Parce que c'est le Sud-Est, il y a énormément de touristes qui partent dans le Sud l'été. Donc le réseau Escota, il est quand même clé. Alors j'ai pas trouvé les chiffres par contre comment dire, de l'argent gagné juste par le réseau Escota, mais on a dans 6 ans le réseau Escota qui s'en va. On a Cofiroute aussi qui va être comment dire, à renouveler en 2034. Cofiroute, c'est le réseau jaune aussi. Et le gros du morceau, hein, donc l'ASF, le réseau général du sud de la France, qui arrive à échéance en 2036. Donc là, c'est dans 10 ans, c'est un peu plus loin. Et après, on a le tunnel du Puy-Morant et le reste qui est beaucoup plus loin, un tunnel du Puy-Morant en 2037. Le grand contournement ouest de Strasbourg, c'est 2070, et le duplex
c'est 2086, mais là, c'est pas les plus gros postes de revenus. Le scénario le plus probable, clairement, ça va être un modèle hybride, hein. L'État ne va pas nationaliser pour moi le réseau pour gérer les patrouilleurs ou réparer les glissières de sécurité lui-même, car il n'en a pas le savoir-faire technique à cette échelle. Le scénario, pour moi, qui s'impose, c'est une remise en concurrence obligatoire sous une forme beaucoup plus stricte. Et ça sera surtout la fin du jackpot pour Vinci. L'État va relancer les appels d'offres auxquels Vinci pourra participer, mais avec des contrats beaucoup plus courts, 15 à 20 ans, au lieu de 30 ou 40, et des clauses de révision des bénéfices. On aura aussi une captation par des profits par le public, soit un système de régie. Le privé gère les réseaux contre une rémunération fixe, et l'État encaisse tous les péages, soit via des sociétés économiques mixtes où l'État et les régions entrent au capital. Les bénéfices des péages serviront à financer le train et la rénovation des routes nationales. On peut imaginer ça, mais c'est surtout, à mon avis, là on était sur d'immenses marges nettes pour Vinci. Là, ça sera fini. Et on peut du coup s'attendre à ce que ces 6 milliards soient au moins, je pense, divisés par 2 à terme, une fois qu'on aura les 3 grosses concessions renouvelées. Je pense que ces 6 milliards passeront à 3 milliards, en tout cas dans l'état actuel des choses. Bien évidemment, ces 6 milliards vont grossir encore. Pourquoi? Parce que vous avez tout le reste des contrats qui vont continuer à être augmentés. Mais on aura quand même une partie des 6 milliards, pour moi, ça va être au minimum divisé par 2. On peut, je pense qu'on peut au moins se dire que Vinci va perdre 3 ou 4 milliards dans tout ça. Et vous allez me dire, mais enfin, dès que on parle de Vinci autour de vous, la première chose qu'on vous dit, c'est oui, s'ils ont plus d'autoroutes, Vinci, c'est fini. Bah, si vous enlevez même 4 milliards, on ira voir sur le chiffre d'affaires tout à l'heure. C'est pas la fin du monde du tout. On a le Vinci Highway, donc quasiment 4000 km de voies sous gestion. Et là, par contre, c'est beaucoup moins d'argent, c'est que 500 millions. Pourquoi? Parce que ça va être des ponts, etc. Il y a 9 autoroutes majeures en Inde, mais pour l'instant, on est vraiment au balbutiement dans vraiment des, comment dire, des autoroutes en Inde. On a surtout, je vous ai dit, des ponts, etc. Donc là, c'est pas ce qui donne énormément de pognon. Et on a certaines routes, on en a au Brésil, à Lima et en Colombie aussi. Mais clairement, on n'est pas sur des vaches à lait comme en France. On n'a pas autant de pognon dans ces pays-là. Donc on est sur des prix bien plus abordables. Et du coup, on a beaucoup moins d'argent. On n'a que 500 000, non, ouais, 0,500 milliards. Donc 500 millions d'euros, quoi. C'est peanuts, c'est 4% du pôle Vinci Concession sur le Vinci Highway. Par contre, c'est celui-là qui grandit le plus vite, plus 35% en un an. Donc, je vous ai fait une petite carte. Voilà, j'avais noté aussi les fins de concession pour tout ça. Et maintenant, on arrive au gros pavé comment dire, des secteurs de revenus, des segments de revenus. Le Vinci Construction, donc les types de réalisation, qu'est-ce qu'ils construisent? Ils ont une partie bâtiment, hein, donc le tertiaire, les logements, l'équipement public et fonctionnel, hôpitaux, centres de données, de pointe, universités, stades, infrastructures culturelles, rénovation énergétique aussi, modernisation thermique des bâtiments, etc. Donc là, ça va être vraiment toute la partie bâtiment. On a la partie génie civil et infrastructures de transport. Ce pôle réalise les structures de mobilité, hein, donc structure du mobilité, ligne ferroviaire à grande vitesse, métro, comme le chantier du Grand Paris Express, tramway, route et autoroute. On a des ponts, des viaducs, etc. Enfin, tout ce qui va rentrer dans le génie civil. Et on a les projets de spécialité. Donc là, ça va être vraiment avec de la haute technicité. C'est là aussi que ça va rapporter énormément de pognon. Les fondations spéciales et technologies du sol, ça améliore les sols pour justement les gratte-ciels ou les infrastructures souterraines. On a des structures de réparation au bon de pont, pré-contraintes, renforcement et modernisation de structures existantes pour allonger leur durée de vie. Et on a aussi une touche de nucléaire. On a l'intervention au milieu sensible, construction de confinement comme l'arche de Tchernobyl, hein, c'est Vinci qui l'a faite. Et gestion des déchets radioactifs et de démantèlement. Le carnet de commandes s'élève à un niveau solide de 36 milliards d'euros, garantissant au groupe plus de 13 mois d'activité sécurisée. Il s'articule autour de deux grands axes. Donc on a un axe géographique, ils essayent surtout de s'internationaliser, je vais pas y arriver, de s'internationaliser, voilà, je vais y arriver. Ils essayent de se barrer de la France. Pourquoi? Parce qu'en France, vous l'avez compris, hein, l'État veut taper sur toutes les entreprises. D'ailleurs, on ira le voir, mais dans les bénéfices, à cause de la taxe sur les méga bénéfices, ou je ne sais plus comment il l'avait appelé, bref, on a eu comment dire, des bénéfices nets qui ont été vraiment juste en augmentation de quelques millions, alors que ça aurait dû être bien mieux. Mais voilà, ils essayent de se barrer un petit peu de la France. Le carnet de commande de Vinci est marqué par un basculement historique vers l'international, ce qui représente 71% du carnet global. La France représente les 29% restantes. Pour Vinci Construction, les chantiers signés se répartissent ainsi. On a porté par les grands projets ferroviaires et routiers. L'Allemagne représente à elle seule un pilier majeur, 20% du carnet de commandes en Allemagne. On a l'Amérique du Nord et l'Océanie, zone de forte dynamique où Vinci Construction a multiplié les signatures de contrats d'infrastructure de transport, notamment au Canada et en Nouvelle-Zélande. Et on a la France aussi, hein, ça reste un socle solide pour les chantiers de proximité, bâtiments, réseaux et finalisation de grands projets nationaux.
On a surtout l'axe sectoriel, hein, donc on a le ferroviaire et les transports urbains et les liaisons maritimes et tunnels. Le projet pharaonique du Fehmarn Link, le plus long tunnel immergé au monde entre l'Allemagne et le Danemark, dont Vinci Construction est mandataire, figure en bonne place parmi les chantiers signés à long terme. Pour l'instant, il n'est pas signé, mais on a de bonnes chances d'y arriver. Donc voilà, l'axe qui rapporte le plus en termes de chiffre d'affaires, c'est Vinci Construction. Mais je vous le dis, on est sur des marges très très faibles, 2 à 3% de marge nette seulement. Pourquoi? Il y a énormément de monde qui travaille dedans. Et voilà, vous avez bien compris que c'est asset, c'est pas du tout asset-like ce segment. Donc sur Vinci Construction, il faut être, comment dire, c'est très bien, mais c'est quand même, et c'est aussi, comment dire, ça va dépendre aussi énormément du carnet de commandes, hein. Là, on va vraiment fluctuer sur, va falloir regarder trimestre après trimestre, etc. Donc pour une boîte à dividendes, est-ce qu'on a envie de se dire, on a envie d'investir sur Vinci pour regarder le secteur quand même construction? Est-ce qu'ils ont réussi à gagner du carnet de commandes, à gagner comment dire, des contrats? C'est un peu compliqué quand même. Et là, on a la branche la plus intéressante pour moi de Vinci, c'est Vinci Énergie plus Cobra. Donc, comment ces entreprises gagnent-elles de l'argent, hein? Bien qu'elles avancent main dans la main sur le front de la transition énergétique et la numérisation, leurs modèles économiques sont distincts et complémentaires. Le modèle Vinci Énergie, service récurrent et cycle court. Vinci Énergie s'appuie sur un réseau ultra décentralisé de plus de 3000 entreprises locales autonomes. Ces revenus proviennent de deux leviers principaux. Donc, on a les contrats de maintenance de l'exploitation. Donc, vous l'avez compris, Vinci achète des boîtes tout simplement dans un petit peu partout même dans le monde, j'ai envie de dire, et c'est ultra décentralisé, quoi. Donc les boîtes ne s'appellent pas Vinci, hein, elles ont toujours le même PDG, enfin le même responsable, etc. Par contre, elles appartiennent au réseau Vinci, et c'est la base récurrente de leur modèle, hein, l'équivalent d'une rente. Vinci Énergie assure l'entretien technique, l'optimisation énergétique et le suivi des réseaux télécoms, des infrastructures de transport et des usines automatisées. Donc l'ingénierie et l'intégration de spécialités, je vais y arriver. Facturation au forfait ou la prestation pour des projets à forte valeur technologique, le segment profite à plein de l'explosion des besoins en data center, refroidissement, connectivité électrique, sécurité, portés par l'essor massif de l'intelligence artificielle. Donc le moteur 1, on va dire, pour gagner de l'argent vraiment, pour que tout le monde comprenne, sur la branche Vinci Énergie, c'est le pain quotidien, c'est qu'une fois qu'une entreprise de Vinci Énergie a installé un système électrique d'une usine ou d'un réseau de transport, elle signe un contrat pour s'en occuper pendant 3, 5 ou 10 ans. Même si l'économie va mal, le client doit continuer à entretenir ses machines et ses serveurs. Donc vous avez une entreprise avec quelconque qui fait, je sais pas moi, des bouteilles en verre. Il y a l'entreprise qui a acheté Vinci qui s'appelle, je sais pas moi, Énergie, enfin je sais pas, Énergie Auvergne-Rhône-Alpes par exemple. Et tout simplement, elle va aller s'occuper et gérer le système électrique de cette usine-là qui fait des bouteilles, parce que dès que vous avez une panne, etc., ils vont les appeler, ils vont avoir un contrat, ça va être des revenus récurrents. Voilà, ça c'est simple à comprendre. Et on a le levier de croissance, hein, quand un géant de la tech veut implanter un data center, Vinci Énergie intervient pour concevoir les systèmes complexes de refroidissement, l'alimentation électrique sécurisée. Ces projets sont facturés plus cher car le savoir-faire est rare. Donc là, vous avez vraiment deux moteurs très intéressants dans, on va dire, l'état actuel des choses pour Vinci Énergie. Et on a la branche Cobra. Alors Cobra, c'est un peu différent. Cobra IS, c'est des grands projets EPC et développement d'actifs. Cobra IS intervient sur des cycles plus longs et des projets d'envergure internationale. L'argent est généré de deux manières. Donc on a les contrats EPC. Cobra conçoit et achète des équipements et construit des infrastructures complexes, centrales solaires, parcs éoliens offshore, interconnexions. Le client paye des jalons financiers tout au long de l'avancement des travaux et le développement et la modernisation d'actifs renouvelables. Cobra S agit aussi comme un développeur de concessionnaire. Donc en gros, ils vont faire quoi? Ils vont vous mettre de l'éolien offshore, ils vont vous mettre des parcs solaires et ils vont revendre tout ça. Elle investit massivement 2,3 milliards d'euros cumulés depuis son rachat fin 2021, dont 900 millions d'euros pour la seule année 2025, pour construire ses propres parcs d'énergie. Elle gagne ensuite de l'argent, soit en vendant l'électricité à long terme, soit en revendant les parcs clés en main à des investisseurs financiers pour dégager une plus-value immédiate. Et le carnet de commandes de la branche énergie est de 40 milliards, quasiment, allez, 38,8 milliards d'euros, quasiment 40 milliards. Donc on a le record, je crois, pour Vinci pour l'année 2026 à quasiment 70 milliards de carnet de commandes, plus les, alors je me souviens même plus du prix, plus les 6 milliards de, enfin non, il y a plus que 6 milliards, je suis con, il y a 13 milliards, ça y est, ça me revient, 13 milliards des groupes autoroutes et aéroports, etc. Donc là, vous voyez qu'en fait, Vinci ne tient pas juste pour comment dire, ses concessions d'autoroute, mais c'est ses revenus récurrents, ses revenus fixes qui sont là pour les 20 ou 30 prochaines années. Le problème, c'est que la branche énergie et la branche construction, ça reste des contrats, ça reste des carnets de commandes, et vous n'avez que 1 an de visibilité. Donc quand vous voulez une boîte à dividendes, est-ce que vous voulez investir dans une boîte qui fait
plus de 70% de ses revenus sur du carnet de commandes et juste une visibilité à un an? Ça, c'est la question à laquelle vous devez répondre. Maintenant que je vous ai expliqué comment dire, Vinci gagne son pognon, on va passer directement au plan du board pour les 5 prochaines années. Donc le plan du board, il est simple, le pivot vers les énergies renouvelables, hein. L'intégration de Cobra IS a transformé Vinci en un constructeur concessionnaire classique, en un producteur d'énergie verte. Le conseil d'administration accélère le modèle de développeur concessionnaire. L'objectif financier en 2030, hein, le conseil a validé un objectif précis pour la division d'actifs renouvelables de Cobra IS sur la base d'un portefeuille actuel d'environ 5 gigawatts de capacité. Donc en gros, c'est quoi? C'est que le plan consiste à investir massivement environ 900 millions d'euros par an, construire des parcs solaires et éoliens, puis en revendre une partie une fois opérationnel, puis récupérer du cash en autant-finançant les projets suivants. On a aussi capté les méga tendances à positionner Vinci Énergie comme le leader européen de l'alimentation et du refroidissement des data centers liés à l'IA, est un secteur justement en pleine explosion. Et si si l'Europe veut arrêter d'être le vassal des États-Unis, ils vont devoir faire appel à Vinci pour être autonome du côté de l'énergie. On a une internationalisation massive pour remplacer les autoroutes françaises, hein. C'est l'enjeu le plus crucial du conseil d'administration pour les 5 prochaines années. Les concessions des autoroutes vont commencer à expirer début 2030, 2032 exactement. Pour anticiper cette perte de revenus, le plan du board est agressif. Remplacer la rente par les aéroports internationaux. Donc ça, ils l'ont bien compris que ça allait être fini la fête sur les autoroutes et ça fait déjà un moment qu'ils commencent à le préparer. Donc on a le groupe a récemment intégré le hub majeur d'Édimbourg, Budapest, le Mexique et le Cap-Vert. Et l'objectif est d'étendre des concessions à l'international pour que la part de la France dans le résultat net, actuellement autour de 44%, continue de baisser. Et c'est vraiment pas bon pour moi, pour la France dans sa globalité. Mais pour Vinci et ses actionnaires, c'est une très bonne chose. On a revu des portefeuilles globales. Le board a annoncé début 2026 mener une revue systématique de tous ses actifs dans ces 3 branches. Le but est clair, se désengager des secteurs trop peu rentables ou trop cycliques pour investir là où Vinci peut obtenir le contrôle ou une majorité. Et on a une discipline de fer et le soin des actionnaires. Le plan 50 ne sacrifie pas la solidité financière sur l'autel de la croissance. On a le maintien d'une notation de crédit de premier ordre avec une dette financière nette à 1,4 fois l'EBITDA. Le board refuse les acquisitions qui dégraderaient sa note. Ils sont classés BBB+, en gros, ça va être la note, ça va servir à avoir des meilleurs taux pour l'endettement, pour s'endetter. On a la génération de cash, le groupe vise à maintenir un taux de conversion de cash très élevé après le record de 8 milliards d'euros de free cash flow en 2025. Et on a aussi la politique de dividendes préservée. Le board maintient son engagement de distribuer un payout ratio d'environ 50% des bénéfices aux actionnaires. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça veut dire que plus le CA, plus le chiffre d'affaires, donc les bénéfices augmentent, plus vous allez avoir un dividende qui va augmenter, qui va suivre. Et ça, c'est ce qu'on veut quand on est tout simplement des petits actionnaires. Maintenant, on va aller voir si le secteur dans lequel Vinci se trouve a du vent dans le dos, ou on est vraiment sur un plateau et on n'aura plus aucune construction dans les prochaines années. Donc on passe directement au TAM, au SAM et au SOM, vous le savez, hein, le TAM, le marché total adressable. Donc le marché global est évalué à 11 400 milliards de dollars en 2024, mais attention sur ces 11 400 milliards, il y a beaucoup de constructions que ne pourront pas tout simplement avoir Vinci. Et les projets l'amènent à 16 milliards de dollars, à 16 000 milliards pardon, de dollars d'ici 2030. C'est un volume colossal mais hyper fragmenté qui comprend une immense majorité de projets à faible technicité et à faible marge. Donc ça, les projets à faible technicité et à faible marge, Vinci n'y va pas. Le SAM, c'est le marché adressable de services. C'est la partie du marché mondial que Vinci cible volontairement en fonction des savoir-faire et de ses choix géographiques. Vinci se focalise uniquement sur les infrastructures complexes, la mobilité et les services énergétiques à haute valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que c'est les contrats qui vont rapporter le plus. Déjà que c'est très compliqué d'avoir des marges de 2-3% sur certains gros contrats. Si vous allez faire des projets à faible technicité et à faible marge, c'est des jeux à somme nulle, vous perdez même de l'argent. Donc ce marché exclut la construction résidentielle classique, ainsi que les marchés géopolitiques fermés, notamment une grande partie de la Chine. La zone d'action de ce SAM se concentre principalement sur 3 régions clés, l'Europe, Amérique du Nord et Amérique latine. Au sein de ce marché, la croissance d'ici 2030 est coupée en deux. La construction mature avance à un rythme modéré de 3 à 4% par an, alors que les services de l'énergie, parcs renouvelables, data center pour l'IA affichent une croissance rapide
de 6 à 9% par an. Et on a le marché obtenu par Vinci, hein, donc on a un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros pour l'exercice 2025. C'est pour ça que la branche autoroute française, même si on perd 3 milliards d'euros, vous voyez que Vinci ne va pas s'arrêter de tourner. Grâce à ce volume, Vinci se positionne durablement dans le top 5 mondial des groupes de construction et s'impose comme leader mondial incontesté des concessions de transport. La conquête de ce marché est de plus en plus internationale puisque Vinci réalise désormais 60% de ses revenus hors de France. La performance financière de ce somme est excellente en se positionnant sur les marchés les plus techniques. Vinci a dégagé un niveau de trésorerie historique avec 8 milliards d'euros de free cash flow en 2025. Là, c'est très très bon pour la marque, très très bon pour le groupe. Maintenant, il y a des risques, vous le savez, et on va aller les voir. Et pourquoi c'est toujours très important de lister les 3 plus gros risques? Parce que sinon on peut tomber amoureux d'une boîte, vous allez vous dire: «Putain Vinci c'est magnifique» et cetera. Vous allez investir dessus, vous allez oublier de regarder les 3 plus gros risques et justement de regarder ces 3 plus gros risques, ça va vous remettre un petit peu la tête froide, ça va vous remettre la tête un petit peu au milieu, des épaules et vous allez voir qu'en fait il y a quand même d'énormes risques sur le titre. Donc on a le 1, je l'ai mis, mais bon de toute façon j'en ai dit pour moi c'était pas non plus le méga risque, mais on a la fin des concessions autoroutières en France. C'est surtout un segment qui génère les marges les plus élevées et le free cash flow le plus prévisible. Le grand défi de Vinci est de réussir à remplacer cette rentrée par des aéroports à l'international ou des parcs d'énergie renouvelables. L'État français cherche à réguler et taxer davantage, donc ça on l'a dit, il ne faut pas espérer de miracle, même si il récupère Escota et Cofiroute, ça sera pas du tout au même, comment dire? Pas du tout avec les mêmes marges qu'ils ont actuellement. On a la dilution des marges et le risque d'exécution dans l'énergie, hein. Le problème, c'est que le pivot stratégique de Vinci vers l'énergie change la nature de l'entreprise. On passe d'un modèle rentier des autoroutes où l'on encaisse des péages à un modèle de développeur-constructeur. Donc les projets de transition énergétique, comportent des risques industriels majeurs. Et oui, retard de livraison, litige avec les clients ou l'explosion des coûts de matière à cause de l'inflation. Et les activités de service et de construction ont actuellement des marges opérationnelles beaucoup plus faibles, entre 4 et 8%, que les concessions qui dépassent souvent les 40% de marge OP. Si la transition est mal gérée, la rentabilité globale du groupe va baisser. Et on a une sensibilité au coût et de la dette, au cycle économique. Et là, pour moi, c'est vraiment le plus gros danger. C'est surtout le risque des récessions, parce que les branches Vinci Construction et Vinci Immobilier, bon, Vinci Immobilier, on s'en fout, mais sont ultra cycliques. Si l'économie globale ralentit ou que les secteurs immobiliers ne se redressent pas, franchement, ces divisions souffrent immédiatement d'une baisse de commandes. Et c'est surtout aussi, j'ai envie de dire, la branche énergie qui va souffrir autant que la branche construction pour les cycles économiques. Et si vous arrivez dans une zone de récession, ça va être très compliqué pour Vinci. C'est pour ça que moi, on va aller parler du mode et après, on va aller voir un petit peu le quantitatif. Mais ça va être compliqué pour moi d'investir sur Vinci, je pense. Donc, on a un mode, j'ai mis une note de 15 sur 20, mais c'est voilà, c'est ma note personnelle. N'hésitez pas, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Investir comporte des risques de perte en capital, donc faites vos propres recherches et faites attention quand vous investissez. On a une réglementation et marché efficient, oui, parce que Vinci exploite des monopoles naturels protégés par des contrats très long terme. Il est économiquement irrationnel pour un concurrent de construire une infrastructure parallèle. Ils ne vont pas construire une autoroute à côté d'une autoroute déjà existante. Ça, c'est bien. C'est pas bien compliqué à comprendre. On a des actifs intangibles, oui, le groupe détient des droits légaux exclusifs de percevoir des péages et des redevances sur des décennies. Là, il n'y a pas de problème. Un avantage de coût, oui. Vinci bénéficie d'un modèle intégré unique, sa branche construction bâtit directement ce que la branche concession va exploiter. Donc là, c'est pas très compliqué à comprendre non plus. On a des coûts de changement, non, il n'y a pas de coût de changement de rétention technique pour l'utilisateur. Dans le BTP, les clients peuvent changer de prestataire à chaque nouvel appel d'offres. Pour l'automobiliste, l'obligation d'emprunter la route vient de l'absence d'alternatives géographiques. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'autoroute, hein, vous pouvez très bien prendre la nationale, mais vous allez mettre 10 heures de plus, quoi. Et est-ce qu'on a un effet de réseau? Non. L'utilité des infrastructures est purement linéaire et physique. Contrairement aux plateformes numériques, l'augmentation du nombre d'utilisateurs n'améliore pas son expérience globale. Au contraire, ça crée de la saturation et de la congestion. Donc moi, le mode, je l'ai mis à 15 sur 25, mais ouais, je pense qu'on n'est pas déconnant là-dessus, mais les réglementations et marchés efficients, oui, c'est très bien quand vous avez les contrats. Par contre, quand vous avez plus de contrats, bah, en fait, vous pouvez plus aller chercher justement cette manne financière-là. Donc on a un point là-dessus, mais on pourrait très bien ne pas l'avoir parce que si vous n'avez pas les contrats, bah, vous ne pouvez pas aller en chercher pendant un long moment. Et maintenant, on arrive sur la branche quantitatif pardon, de Vinci. Et qu'est-ce que j'utilise pour aller voir mes actions? J'utilise l'app Bagger. Vous avez 14 jours gratuits. Passez par mon lien. Vous avez tout en description ou en premier commentaire épinglé. Et vous avez à la fin de ces 14 jours 10% de réduction sur votre abonnement. Ne me dites pas merci. C'est cadeau. Donc, pour les revenus de Vinci, donc on est
sur des revenus quand même en croissance, hein. Mais on voit, on a quand même des piliers, hein, 2008, voilà, la crise et pour revenir au-dessus de ce qu'avait fait Vinci, on est, repassé en 2011, donc on a eu vraiment 3 ans compliqués. Là, pareil, on va dire de 2011, c'est magnifique, on a des revenus assez sympas, même 2013. De 2013 à 2017, on a quasiment eu un plateau sur Vinci. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est une boîte cyclique. Même si avec leurs autoroutes, ils arrivent à gagner du pognon, le carnet de commandes baisse et on a quasiment 4 ans sans forcément de revenus qui augmentent. Pareil, on a le gros pic de 2019. Bon, après, il y a eu le Covid, etc. Et là, on a quand même des résultats qui arrivent à augmenter. Pourquoi? C'est la branche énergie qui est en train vraiment de faire le boulot. Donc ça, c'est plutôt le bon point. Les bénéfices, pareil, hein, 9% de croissance des bénéfices. C'est plutôt costaud. Maintenant, même les free cash flow sont vraiment très très costauds, même si on a eu encore une fois des plateaux, hein. On a eu des plateaux pendant un moment, donc il faut savoir que c'est une boîte cyclique. Et comme toutes les boîtes cycliques, on va avoir des plateaux sur les bénéfices, les revenus, etc. Les marges, marge nette 6%, c'est pas incroyable du tout, mais j'ai envie de dire, hop, on va aller. Hop, on va aller voir juste la marge nette et on va se mettre en max. On a une marge nette qui ne cesse d'augmenter par rapport aux années 2010 même. Mais je pense qu'on est sur un plateau et j'ai peur que cette marge nette descende une fois que les contrats d'autoroute seront totalement terminés. Même si on a des aéroports, etc. Le bon point, on va dire, des marges sur Vinci, c'est qu'elles sont toutes en augmentation, même si c'est en légère augmentation. Et on a les free cash flow, hop, la marge des free cash flow par rapport aux rémunérations en actions. On voit qu'on a, ouais, on a 1% globalement de moins des marges de free cash flow si on enlève les stock options. Donc en vrai, on est sur 10% de marge de free cash flow, c'est pas incroyable. Moi, vous savez que les boîtes dans lesquelles j'aime investir, on a au moins des marges de 15%, des marges nettes de 15%, des marges pareilles de free cash flow d'au moins 15%. On n'y est pas ici du tout. On a un très bon super ROIC et un ROIC aussi sur 5 ans, un super ROIC sur 5 ans. Donc on a une boîte qui travaille très très bien depuis 5 ans. L'historique de l'entreprise, le ROIC global est pas terrible. On a un WACC qui est de seulement 6%. Donc on n'est pas déconnant là-dessus. Et j'en ai pas parlé, mais on a surtout une dette qui est bien gérée en vrai, hein, parce qu'on a peut-être 37 milliards de dettes, mais on a une trésorerie qui augmente. Et on a une dette sur EBITDA d'1,50, là où historiquement on était en tour de 2 ou 3, hein. Donc on a quand même une réduction globale de la dette. On a des actions en circulation aussi qui baissent. On a du rachat d'actions depuis un an, j'ai envie de dire. Hop, voilà, on a quasiment 2% d'actions en circulation en moins. On ira le voir quand on ira du côté du dividende. Le dividende, il est de 2 milliards 770 millions d'euros et il est largement couvert, hein, par les free cash flow. Donc en vrai, on a 3 fois, il est quasiment de 3 milliards. Ouais. On a un petit peu moins de 3 fois le dividende en termes de free cash flow, mais c'est largement tenable. On a un petit payout ratio, on l'avait dit, de 50%. Et la prédictivité du CA, 90%. Moi, je suis d'accord et pas d'accord, parce qu'en vrai, si vous n'avez pas de carnet de commande, donc là, pendant un an, oui, on a les 90% de prédictibilité, ok, mais au-delà d'un an, on n'a pas de vision sur le carnet de commande de l'entreprise. Donc, on a dit le enfin le très beau dividende, hein, 4% de dividende sur Vinci, donc c'est loin d'être déconnant, ça pourrait rentrer dans mon portefeuille dividende. On a un payout ratio de 54%. Sur 10 ans, c'est en augmentation de 10% par an, donc ça vous couvre largement de l'inflation. Sur 5 ans, c'est même mieux, 15%. Et on a du rachat d'actions, comme on l'a vu là, 1 milliard de rachat d'actions, donc c'est très très bien. Et je crois que cette année, il est en augmentation sur 2026, il me semble, de 5%, je crois. Je crois qu'il y a 5% d'augmentation de dividendes. Il augmente tout doucement. Mais admettons, voilà, vous êtes actionnaire de Vinci, vous voulez mettre, je sais pas moi, hop, 10 000 euros et on va faire un truc un peu conservateur. Voilà, 5% de croissance du dividende. Actuellement, vous toucheriez 400 euros de dividende par an et direction dans 10 ans, vous serez à 600 euros de dividende et ça vous donnerait un yield on cost de 6%. Donc clairement, ça pourrait être un bon petit investissement d'investir sur Vinci pour aller chercher du dividende. Maintenant, on va passer, je vais juste regarder par contre la dette. Est-ce que la dette leur coûte cher ou pas? 1,25 milliard. En vrai, 1,25 milliard, c'est pas déconnant, hein, par rapport aux 37 milliards de dettes. Là-dessus, je suis pas trop inquiet non plus. Les chiffres sont pas terribles dans le sens où moi, la marge nette, je trouve que c'est rédhibitoire. La marge nette plus la marge des free cash flow, je trouve que c'est trop peu. Corrélé à ça, le problème en plus, enfin le problème, les carnets de commandes qui, on n'a pas d'énorme visibilité. Moi, vous l'avez compris, mais ma conclusion, on va
y aller directement et je vais vous donner après mes prix justes et on ira vers l'onglet valorisation pour voir combien ça se paye. Mais le risque majeur, c'est quoi? C'est une dépendance étatique omniprésente, hein. Le modèle d'affaires de Vinci repose structurellement sur la commande publique et des décisions politiques, que ce soit les concessions d'autoroutes ou l'aéroport, bien qu'elles agissent comme des monopoles naturels hautement rentables, elles restent sous la coupe directe des États. Donc on a un risque de taxes exceptionnelles, de non-renouvellement ou de négociation forcée des contrats. Donc construction, ce segment dépend encore une fois massivement des plans de relance et des budgets publics. Et le mode réglementaire est puissant, mais le risque politique est trop central pour ignorer l'absence de diversification hors de la sphère étatique. Et en fait, si vous prenez les trois branches, énergie, construction ou concession, vous avez un risque étatique qui est vraiment très très fort sur Vinci. On a le relais de croissance énergie, la révolution IA. Donc là, pour moi, c'est la pépite la plus discrète du groupe qui offre une vraie diversification B2B, décorrélée pardon, des États, même si au final, ils sont quand même dedans. Le boom des infrastructures de données, hein, comme le souligne le PDG d'NVIDIA, l'explosion de l'IA va nécessiter une augmentation massive des besoins d'énergie de plus 1000%. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, le bon vieux Jensen Huang. Le positionnement de Vinci à travers sa branche énergie, le groupe possède un savoir-faire critique pour connecter, alimenter et refroidir des data centers ainsi que pour accompagner l'électrification globale de l'économie. C'est un moteur de croissance séculaire très puissant. Et moi, clairement, ma décision, c'est quoi? C'est que je vais la mettre sur ma watchlist et je vais observer un petit peu ce qui se passe. La qualité fondamentale des actifs et la dynamique de la branche énergie sont indéniables. Cependant, la forte dépendance géopolitique, hein, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais je n'aime pas investir dans une boîte là où les États ont une trop grande marge de manœuvre dessus. Donc clairement, non. Moi, il n'y aura pas d'achat au cours actuel. Le dossier est placé dans ma watchlist. Je la garde quand même, je ne l'efface pas de la watchlist. Parce que si on a une opportunité d'achat, ne sera envisagée surtout que s'il y a une grosse décote de marché, une crise sectorielle, une tension géopolitique passagère, ou peut-être même rien que les élections 2027, hein. Peut-être que les élections 2027 vont target un petit peu Vinci, mais avec un pétrole à 110 balles, peut-être une récession qui nous arrive dans les mois qui viennent. Franchement, je pense que c'est pas le bon moment pour mettre des billes sur Vinci. Offrant une marge de sécurité, je veux une marge de sécurité suffisante pour compenser les risques réglementaires. Donc moi, mon prix juste très conservateur pour viser 12% de rendement. Donc je vise 3% de croissance des free cash flow, un PE final de 10. On aura un juste prix autour de 112 euros. Et on va aller le voir maintenant. Hop, on va sur l'onglet valorisation de Bagger, le meilleur onglet pour valoriser vos boîtes. C'est clairement très simple à comprendre. Et actuellement, la boîte se paye 124 euros. Non, hop, on revient là. Ça se paye 124 euros, ça se paye à 14 fois les bénéfices et 13 en forward pieux. Pourquoi ça se paye très peu cher? Encore une fois, en fait, vous n'avez pas de visibilité hors un an, en fait. Donc, chaque trimestre, vous avez des contrats qui sont signés, etc. Donc, on vient de nous les annoncer, donc c'est très bien, mais vous n'avez pas une forte visibilité, et c'est pour ça que la boîte ne se paye, ça s'est jamais payé très très cher, hein, je crois. Ça s'est payé un peu cher en 2021 parce qu'il y avait une baisse du chiffre d'affaires, mais sinon, si on prend l'historique depuis 2006, ça se paye en moyenne 14 fois les bénéfices. Donc en fait, on n'est pas du tout sous-coté du côté de Vinci actuellement. Ça se paye 13 fois en forward, donc on n'est pas sur l'opportunité du siècle. 8 fois les free cash flow, 5 fois les operating cash flow. Bon, c'est pas très très cher dans ces ratios-là, mais pareil, quand tu regardes la médiane, bah, en médian, ça se paye 9 fois les free cash flow. Donc on est clairement sur un prix plutôt médian actuel sur Vinci. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à me dire, hop, on va... hop, non, on y était, voilà. On va chercher une marge de sécurité au moins actuellement, je pense que 112 euros, 110 euros pour Vinci, ça serait un minimum de marge de sécurité à devoir se prendre. Parce que, encore une fois, si vous avez une récession qui se pointe à cause du prix du pétrole qui va augmenter, on va avoir, s'il y a une récession, on va avoir énormément de contrats qui vont sauter ou qui vont durer plus longtemps dans le temps. Donc, au lieu de les faire en 2028, vous allez les faire en 2030, etc. Ça va échelonner tout ça. Donc, on risque d'avoir quand même une belle petite baisse des revenus. Couplé à ça, la coupure un petit peu des contrats des autoroutes qui arrivent, bon, c'est dans une dizaine d'années, hein. Donc si vous l'achetez actuellement, dans une dizaine d'années, vous achetez Vinci peut-être à 7 ou 8 fois les bénéfices. Mais moi, en tout cas, pour ma poche dividende, je préfère avoir des revenus stables, des revenus simples à comprendre. Enfin, là, c'est simple à comprendre, mais des revenus qui sont ancrés, entre guillemets, sur, ancrés dans le marbre. Pourquoi? Parce que là, en fait, si vous avez un carnet de commandes qui commence à s'effriter à cause d'une récession, bah, vous n'avez plus assez de revenus et vous avez tout simplement un dividende qui risque de baisser. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous donner 50% de leurs revenus, un payout ratio de 50% comment dire, de leurs bénéfices. Et si vous avez des revenus qui baissent, vous avez mécaniquement les bénéfices qui baissent. Sachant que couplé à ça, vous avez
comment dire, la branche la plus rentable du groupe qui risque de partir en 2032. Donc moi, Vinci, c'est pas une boîte que je mettrai directement à la poubelle, mais clairement, il faut rentrer dessus avec d'énormes pinces à salade, d'énormes marges de sécurité. Et je pense que 112 euros, c'est pas déconnant du tout. On pourrait même se dire, allez, à 100 euros, moi je rentre autour de 100 à 110 euros et je ne rentrerai pas au-dessus. Et 100 euros, bon, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas arrivé. On était à 100 euros, quoi qu'on était à 100 euros début 2025. On pourrait très bien y retourner. En tout cas, moi, je suis pas du tout pressé d'acheter du Vinci. Ça pourrait être une boîte qui m'intéresse. Encore une fois, je ne la jette pas à la poubelle. Clairement, ma conclusion, c'est ça. Je ne la jette pas à la poubelle. Mais avant de rentrer sur le titre, je veux être ultra conservateur parce qu'on a quand même des jours un peu tourmentés devant nous, que ça soit avec les élections, avec un prix du pétrole qui reste haut. Clairement, il faut se protéger le cul avec Vinci. Tous les gens qui vous disent oui, 124 euros sur Vinci, c'est pas cher, ça se paye 8 fois les free cash flow, 5 fois les operating cash flow, 13 fois en forward pieux, bah, en fait, ils n'ont rien compris au jeu, ils n'ont rien compris à l'investissement parce qu'en fait, je vous le dis encore une fois, c'est une boîte qui est cyclique. Si vous avez une récession, c'est une boîte qui va voir son chiffre d'affaires, donc ses bénéfices et ses free cash flow baisser. Et là, en fait, vous allez avoir une compression des multiples. Et au lieu de les payer 14 fois les bénéfices, vous allez peut-être payer la boîte actuellement 20 ou 25 fois les bénéfices, ce qui fera de Vinci un très mauvais investissement. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire, ça aide énormément. Me retrouver sur le Discord communautaire. Retrouver aussi tout simplement tous mes réseaux, que ce soit sur X, si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas à rejoindre mes pages et n'oubliez pas la chose la plus importante en investissement, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.